Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Miss, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnessmiss.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnessmiss.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ça soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvel épisode aujourd'hui, on va parler de VO2 max, de frissons, de perte de graisse et de petit déjeuner. Mais avant de démarrer, je voulais vous parler des illusions du développement personnel et apprendre à vivre sans recette toute faite. C'est un peu le constat que j'ai pu faire après des années et des années de lecture de dev perso qui m'ont finalement pas appris grand-chose, mis à part que c'était une bonne recette, à mon avis, je pense, hein, pour laisser les personnes en stand-by dans leur état et que finalement les lectures un petit peu plus exigeantes, parfois un bouquin exigeant et parfois beaucoup plus concret et apporte beaucoup plus de bien-être que tous ces livres de dev perso, malheureusement. Alors je les mets pas tous dans le même panier, il y en a certainement des meilleurs, mais globalement c'est toujours un peu la même mayonnaise et moi je suis pas forcément réceptif à ça. J'ai plus l'impression que ça détourne de la réalité, ça déresponsabilise et ça donne pas de solution concrète en fait, hein. Ça fait juste culpabiliser et c'est pour ça que j'ai voulu partager ce week-end-là, un audio sur les illusions du développement personnel pour apprendre à vivre sans recette toute faite. On parle de devenir autonome et savoir se rassurer seul, parce que ce sont des choses qui sont très largement proposé par le dev perso, mais pas du tout applicable en fait ce qu'il propose, alors que devenir autonome et savoir se rassurer seul, c'est possible, hein, mais les réponses sont pas dans le dev perso. Comment être plus serein, gagner en maturité, autrement dit devenir pleinement adulte, avancer dans la vie malgré les coups durs. Donc voilà, ce genre de choses, j'en parle. Je vous détaille pas plus ici si ça vous intéresse, parce que je sais que ce genre de choses, ça concerne pas tout le monde. Il y a des personnes qui traversent la vie pour l'instant sans entrave, sans embûche ni rien. Moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, j'ai une approche particulière pour avancer et puis je vous la partage là en audio, dans la liste des notes que je vous ai mis dans l'épisode. Donc, ça s'appelle les illusions du développement personnel. Premier sujet du podcast, c'est par rapport à la VO2 max. Donc, combien de temps faut-il pour améliorer réellement sa VO2? Donc c'est un article qui a été publié sur Runner World, donc un gros site de course à pied, de running, et ils disent que la VO2 max, alors qui est souvent considérée comme le Graal de la condition physique, mesure la quantité maximale d'oxygène que votre corps peut utiliser à l'effort. Donc améliorer cette valeur, c'est relever votre plafond de performance et rendre chaque course plus fluide. Moi, c'est vrai que depuis que je m'y suis mis, Heu, au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus facile de faire de la course à pied, mais globalement, la course à pied, c'est là où on le voit le moins peut-être. Parce qu'il y a toujours quand on n'est pas passionné de course à pied, bon c'est mon cas, je suis pas passionné de course à pied, je le fais pour la santé. Heu, par contre, je suis passionné d'entraînement, muscu, tout ça, mais
on se rend bien compte d'une chose, c'est qu'il y a une forme de confort qui s'installe, mais c'est pas dans la course à pied que c'est le plus impressionnant. Moi, je l'ai remarqué beaucoup plus dans les entraînements, type haute intensité, avec kettlebell et tout ça. Quand ma VO2 est montée, que justement j'avais beaucoup plus de facilité. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à faire monter mon corps dans les tours qu'avant, quoi. Donc ils disent, hein: «Combien de temps faut-il pour voir une vraie progression?» Donc eux, ils disent que les experts, disent qu'un coureur débutant peut déjà améliorer, sa VO2 max en seulement 6 à 10 semaines, alors qu'un athlète entraîné peut plafonner malgré une année complète d'efforts. Et ça, c'est comme en muscu, hein, plus on avance en performance, en expertise, en expérience, moins on progresse malheureusement. Mais c'est parce qu'on est déjà très haut. Donc il y a une étude de 2019, hein, qui était un essai, contrôlé randomisé, qui a montré des gains significatifs en 8 semaines seulement chez les adultes sédentaires. À l'inverse, des chercheurs sur des coureurs d'élite n'ont constaté aucun progrès notable après 3 ans d'entraînement. Donc à mon avis, ça veut dire qu'ils étaient déjà très élevés, quoi. Donc pour la plupart des coureurs amateurs, 3 mois est le délai minimum conseillé avant de refaire un test VO2 max. Alors eux, évidemment, ils parlent pas des tests avec les montres, hein. Ce sont des tests, certainement en institut, clinique ou autre, quoi. Donc un entraînement équilibré, environ 70 à 80 de sorties lentes en endurance fondamentale, en zone 2 pour développer les capillaires et mitochondries, et 20 à 30 de séances intenses pour exploiter ces adaptations. Attention toutefois, si l'amélioration est lente, la perte est rapide. On peut observer une baisse de 5 après seulement 2 semaines d'arrêt, même si rester actif au quotidien limite la chute. Bon, alors moi j'ai une petite astuce pour vous. Au lieu de viser grand, c'est-à-dire vous dire: «Je vais faire 3 sorties course à pied par semaine» et cetera, visez petit. C'est-à-dire vous vous fixez 30 minutes de course à pied par semaine. Alors évidemment, je parle pour ceux qui font de la muscu, hein. Si vous faites rien du tout, 30 minutes de course à pied, c'est rien du tout aussi. Alors c'est mieux que zéro, mais c'est pas significatif, quoi. Donc pour quelqu'un qui fait déjà de la muscu et qui veut se mettre, au cardio, qui a du mal parce que c'est pas sa passion, fixez-vous juste 30 minutes de course à pied par semaine, pardon. Et avec ça, déjà votre VO2, je vous rassure, elle va monter, si vous faites le bon protocole, et au moins c'est tenable. Parce que la clé, c'est de tenir, de rater aucune semaine, et puis ça vous laisse 7 jours pour planifier la course à pied là où vous avez envie de la mettre. Alors moi, je préfère la mettre à jour fixe, à heure fixe, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien, les habitudes, les repères, mais il y en a qui vont préférer laisser le hasard décider. Quoi qu'il en soit, il faut qu'avant dimanche, minuit, ça soit, réglé, quoi. Il faut avoir fait ces 30 minutes. Donc ça, c'est le conseil que moi je vous donne. Ensuite, le deuxième sujet, c'est le petit déjeuner et la longévité. Donc l'heure à laquelle vous mangez pourrait prédire votre espérance de vie. Donc avec l'âge, c'est alors d'où ça vient celle-là? Bah, Science Daily, donc ça doit être la rubrique nutrition. Donc avec l'âge, nos habitudes alimentaires changent, mais leur impact reste souvent sous-estimé. Il y a des chercheurs du Mass General Brigham et de l'Institut de technologie d'Izmir ont analysé les données de 2 945 adultes britanniques âgés de 42 à 94 ans, donc à peu près, oui, voilà, des adultes, et adultes plus, quoi. Suivis sur plus de 20 ans, et donc ils voient qu'en vieillissant, les repas se décalent, notamment le petit déjeuner et le dîner, et la fenêtre globale d'alimentation quotidienne se rétrécit. Donc cette recherche, dit qu'un petit déjeuner pris plus tard dans la matinée est associé à une mortalité plus élevée chez les personnes âgées. Ce décalage est aussi lié à des problèmes de santé mentale et physique, comme la fatigue, la dépression, les troubles du sommeil ou encore difficulté à préparer les repas. Donc les personnes génétiquement enclines à être des couche-tard présentaient aussi une tendance à manger plus tard, donc ce qui se comprend puisque les couche-tard souvent, c'est ceux qui sont léthargiques le matin et qui ont plutôt la pêche en fin de journée. Ou en tout cas, on pourrait aussi le dire qu'ils sont un peu de mauvais poil le matin et qui ont plutôt la banane en fin de journée, même si c'est plus subtil que ça, mais
Globalement, on sait si on est du matin ou du soir en fonction des états, du niveau de productivité qu'on a en fonction des moments. Mais quand on est, par exemple, on arrive à la retraite, hein, heu, on se rend moins compte des niveaux de productivité, parce qu'on bosse plus, quoi. Sauf si on travaille dans une assoce ou quoi, mais globalement, voilà. Il faut essayer de savoir si on est couche tard ou couche tôt, plutôt type du matin ou plutôt type du soir. Et donc ces gens-là ont tendance, ceux qui sont du soir, ont tendance à manger plus tard. On sait aujourd'hui que manger tard le soir, c'est pas terrible. Selon les auteurs, surveiller la régularité et l'heure des repas, en particulier du petit déjeuner, pourrait devenir un indicateur simple et accessible de l'état de santé global des seniors. Donc ces résultats invitent également à seniors 42, nuancer certaines tendances comme le jeûne intermittent, dont les effets pourraient varier fortement selon l'âge. Donc moi je voulais en parler justement par rapport à ce fameux jeûne intermittent. Vous savez que j'ai rien contre le jeûne intermittent, que j'imagine que ça peut apporter, des beaucoup de solutions à des problèmes, jugés insolvables chez beaucoup de personnes. Mais la problématique du jeûne intermittent, c'est qu'il est mal fait par, 99 de ceux qui le pratiquent, et il est utilisé par ceux qui n'en ont pas toujours besoin. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà en poids de forme, qui veulent aller plus loin, sans se restreindre davantage, donc ils se disent: «Je vais sauter le petit déjeuner, je vais sauter le dîner, je vais,» bon voilà quoi, plein de choses comme ça. Enfin pas le dîner d'ailleurs, mais c'est souvent le petit déjeuner. Parce que le dîner, à la limite, ce serait plus intéressant en tout cas au niveau des études, c'est plutôt la fin de journée où il faut jeûner que le début de journée. Mais ça, quand on dit ça à ceux qui font le jeûne, ils sont pas contents parce que justement, ils font le jeûne pour pouvoir manger là où ils ont le plus faim. Et d'ailleurs, vous savez, mais ça peut s'expliquer un petit peu, ces histoires de faim FAIM, hein, en fin de journée, FIN, fin de journée. Pourquoi? Parce que vous savez, souvent on dit: «Mais c'est bizarre, j'arrive facilement à me retenir de manger le matin, à manger léger le midi, mais par contre le soir, c'est là où j'ai beaucoup plus de mal». Alors il y a une chose, un point qui est assez peu abordé, donc une hypothèse, hein, je vous la donne ici, mais vous savez que la faim, l'appétit, le plaisir est souvent relié à la libido. Et bon, je vous apprendrai rien aujourd'hui en disant que la libido est en baisse, enfin c'est une baisse planétaire, enfin voilà, ça baisse quoi. C'est comme ça, que ça soit au sein d'un couple ou même, pour les célibataires et tout, il y a une baisse. Et le la libido qui est un moment de plaisir, de comment on pourrait dire, où tout un tas d'hormones vont être comblées en fait et de neurotransmetteurs, il va y avoir une, bah ouais, on va être comblé par rapport à tout ça. Et ben ça ne se fait plus si c'est en baisse. Et donc ce qui peut prendre le relais, bah, c'est qu'est-ce qui peut remplacer directement, du plaisir intense comme ça? Alors pour certains, ça va être des drogues, alcool, tabac, en excès, jeux vidéo, mais surtout la bouffe. Et c'est, à mon avis, pas pour rien que souvent les moments où on bouffe le plus, c'est aussi des moments où la libido s'est exprimée le plus. C'est-à-dire en fin de journée, voire dans la soirée pour, beaucoup de personnes. Donc c'est une hypothèse, je pense pas l'avoir lue ailleurs, mais elle est, à mon avis, à explorer parce que, heu, c'est c'est quelque chose qui, et d'ailleurs beaucoup de célibataires, quand ils retrouvent, une énergie, une libido et tout, après une vie de couple un peu difficile et tout ça, souvent n'ont pas de problème à se remettre à la diète, parce qu'ils sont comblés autrement, quoi. Il y a autre chose qui se passe et puis il y a un sentiment d'urgence parce que n'oubliez pas une chose, c'est que en couple, on fait du sport et on s'entretient souvent, hein, je prends des moyennes, hein, c'est pas, je généralise pas, mais je prends des moyennes. On pense plutôt santé long terme. Célibat, on pense, conquête court terme. Donc les approches sont pas du tout les mêmes et c'est beaucoup plus facile de se restreindre sur l'alimentation quand on a un objectif très court terme que quand on est sur un sujet plus long terme. Donc tout ça peut s'expliquer, en tout cas ce sont des hypothèses que je vous propose, mais l'histoire de la libido, moi je ne l'exclus pas du tout parce que, même si ce sont des gens qui se disent: «Ouais, mais non, pourtant j'ai pas l'impression d'être frustré ou quoi que ce soit». C'est pas une histoire d'être frustré ou autre, c'est juste que on est habitué à recevoir, dans la logique, hein,
une dose de plaisir, et quand elle est pas là, ça veut pas dire on dit pas on est en manque puisqu'on le ressent pas, consciemment. Mais par contre physiologiquement, on a l'appel de la dopamine, on a l'appel d'une dose de plaisir et cette dose de plaisir aujourd'hui, on peut la combler avec en ouvrant son frigo ou ses placards. Et il y en a pour qui c'est devenu beaucoup plus confortable et facile en fait, que de se casser la tête à avoir une libido épanouie. Et c'est pour ça, c'est quelque chose qu'il faut et c'est il y a ça a rien de freudien, hein, ce que je raconte, puisque enfin, Freud, j'ai lu, hein, tout ça, mais on est il y a rien de freudien là-dedans. Mais par contre, il y a quelque chose certainement de physiologique, de neurologique où il y a pas une carence à combler, mais disons qu'on en a la possibilité de avec enfin, plus facilement d'obtenir du plaisir et une méga dose de plaisir, heu, avec la bouffe qu'avec, le sexe, quoi. Alors après à voir si c'est, égal, pour les hommes et pour les femmes, j'en sais rien ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'hypothèse me semble tenable. Alors vous savez que l'histoire de la graisse brune et tout ça pour faire monter la thermogénèse, quelque chose qui est beaucoup discuté. Bah, il y a un article paru dans Cell Métabolisme, qui dit que c'est pas la graisse brune, mais les muscles qui génèrent le plus de chaleur, quand il fait froid, quand on est dans le froid. Alors j'en parle parce que, il y en a beaucoup en ce moment, ils sont à fond sur les bains froids, vous savez les espèces de petites, baignoires, en inox où ils se mettent des glaçons et tout, ou alors des bains, gonflables avec le petit moteur pour rafraîchir l'eau. Le froid est devenu à la mode, plus. Alors si vous faites de la muscu, faites attention, c'est hyper, ça va pas dans le sens de la prise de masse musculaire, hein. Faites-le vraiment si vous avez un objectif en lien avec le froid, ou une pathologie qui est vraiment traitée par le froid, enfin une pathologie, pas une pathologie, mais quoique si c'est recommandé par un médecin, pourquoi pas, hein? Et c'est pas moi qui vous le recommanderai en tout cas. Le froid en tout cas, en ce moment, tout le monde en parle et tout le monde essaye de pratiquer et on a l'impression d'être, novateur si on se met à aller dans les bains froids. Bon et puis on parle aussi de cette fameuse graisse brune qui serait activée et donc ça serait bien, c'est ce qui augmente le métabolisme. En plus, on brûle plus de calories, donc on est plus sec. Bon et ben, en fait, c'est pas la graisse brune, qui est pourtant considérée comme, le chauffage interne, qui s'active davantage quand il fait plus froid, mais bien les muscles via les frissons. Alors je vous apprends certainement rien avec les frissons, que le rôle des frissons, c'est justement de se réchauffer. Donc les chercheurs ont étudié 17 hommes et femmes exposés à 2 niveaux de froid, 30 degrés et 26 degrés de température moyenne de la peau, hein, pas extérieure, hein, de la peau, à l'aide d'un système de refroidissement très précis. Résultat, plus la peau refroidit, plus le corps produit de chaleur, mais cette hausse est essentiellement due à une augmentation des frissons musculaires et des activités du cœur. En revanche, la thermogénèse de la graisse brune reste plutôt stable, atteignant un plateau même si le froid s'intensifie. Donc les femmes, elles, frissonnent plus fort que les hommes, surtout dans les muscles des jambes, et présentent aussi un métabolisme cardiaque plus élevé en réponse au froid. Cette étude montre... Alors, est-ce que c'est dû au fait que il y a moins de masse musculaire chez les femmes, et donc du coup leurs muscles, vu qu'elles en ont moins, il faut qu'ils vibrent plus fort pour justement réchauffer. Cette étude montre pour la première fois chez les humains que la graisse brune fonctionne de façon tout ou rien, sans modulation selon l'intensité du froid. Donc en gros, c'est un interrupteur jour-nuit, quoi. Contrairement à ce qu'on pensait, elle n'est donc pas un régulateur fin de notre chaleur corporelle. Il s'agit, voilà, c'était un essai contrôlé chez l'humain, de haute qualité méthodologique utilisant imagerie médicale de pointe et électromyographie. Donc au sein, myographie, au sein du muscle, quoi. Enfin, des muscles visiblement, puisqu'ils prennent le cœur aussi, donc c'est pas que le muscle squelettique. Bref, hem et c'est vrai que le frisson, c'est, alors moi j'aime bien hacker, quand j'aime bien utiliser le terme hack parce que c'est moderne, mais j'aime bien utiliser ça, mais c'est vrai que d'avoir froid un petit peu dans la journée ou, d'un peu trembloter quand vous sortez faire votre marche quotidienne au début, après on se réchauffe, on tremblote plus, mais il y en a tout de suite, ils veulent, se mettre dans le confort, extrême, immédiatement, c'est-à-dire on va mettre l'écharpe, les gants, le bonnet, 3 couches, un legging, un sous machin, tout enfin bon bref, tout un tas de couches pour, ne jamais avoir froid. Or, le petit frisson du démarrage, c'est pas mal, quoi. C'est pareil aujourd'hui,
On arrive dans sa bagnole, alors les voitures modernes, quand on arrive pour partir bosser, on prend la route à 7 heures. Ben, en fait, la voiture elle est déjà en train de chauffer depuis, 15 minutes et donc à l'intérieur, on arrive, il fait déjà chaud donc on confortise, ça se dit pas, hein, mais on rend confortable un peu toutes les situations, où on pourrait avoir froid et donc du coup, on grelotte jamais et le fait de grelotter, de frissonner, ça brûle, pas mal de calories, enfin ça brûle pas mal de calories, ça brûle des calories tout simplement. Alors évidemment, vous allez me dire: «Mais sur l'échelle, d'un coup de froid, ça représente rien». Ouais, mais sur l'échelle d'une année ou ne serait-ce que d'une saison hivernale, bah, c'est peut-être, quelques tranches de raclette en moins, c'est toujours ça, hein, qu'on n'a pas à déloger, quand le printemps arrive ou quand il va falloir faire, bien attention parce qu'il y a un problème de santé qui commence à poindre et donc on doit, surveiller son tour de taille, quoi. Donc frissonner un petit peu, c'est alors faut pas sortir, en short et torse nu quand, on est en température négative, mais de grelotter un petit peu, c'est pas mauvais, quoi et voilà et puis après l'exercice puis n'oubliez pas une chose, c'est que quand on grelotte, on a froid, on c'est une bonne motivation à bouger. Alors que quand on est au chaud, au confort, on est peinard, quoi, on ressent pas le besoin de bouger. Donc grelotter un petit peu, c'est un bon tremplin. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, l'inconfort, on cherche toujours à aller vers le confort. C'est ce que je vous expliquais dans un des cours sur la discipline ou je sais plus ce que c'était, mais un des moyens de rendre l'entraînement désirable, c'est que la situation qui n'est pas l'entraînement, donc juste avant l'entraînement, soit plus inconfortable. Par exemple, il y a des gens, qui me disent: «Ouais, beh, j'ai du mal à me mettre au sport à la maison, surtout quand il fait froid en hiver et tout». Mais ce que je leur dis: «Mais va sur ton balcon, dans le froid, pendant un certain temps et tu vas voir que ça va être tellement sans bouger ni rien, tu vas voir que ça va être tellement désagréable que tu auras qu'une envie, c'est rentrer et te mettre au sport, quoi». Parce que justement, tu as rendu plus confortable l'idée de faire ton sport que de rester, que la situation où tu es dehors dans le froid, quoi. Donc alors que quand tu es à l'intérieur sur ton canapé, au chaud devant la télé, c'est difficile de dire: «Ah tiens, je vais aller dans mon garage faire mon sport» ou «Je vais aller à la salle de sport», quoi. Donc si tu fais précéder ta séance de sport par quelque chose d'inconfortable, ça va rendre plus désirable ta séance de sport pour les jours où c'est difficile. Après, quand tu es passionné, tu pas ce problème-là, logiquement et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, mais quand on est passionné, on n'a qu'une envie, on y pense dès le matin, on attend que ça, quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme sujet? Ah oui, le pouvoir du placebo, quand croire avoir pris le café booste vraiment vos performances. Ah oui, ça c'est quelque chose de véridique, hein. Les résultats sont catégorisés selon 4 effets placebo, réduction de la douleur pendant l'effort. Donc ils ont donné du café à des gens, hein, et puis d'autres, pas du tout. Donc l'effet placebo de la caféine sur les performances sportives et le fait de croire qu'on a pris peut suffire à augmenter la performance. Donc réduction de la douleur pendant l'effort, observée même sans ingestion de réelle de caféine. Modification du comportement lié à la croyance. Donc certains athlètes ont vu leur puissance augmenter de 3% rien qu'en pensant avoir consommé un stimulant. Amélioration de l'attention, focalisation accrue sur l'exercice, moindre ressenti de fatigue, augmentation de l'éveil physique et mental, simulant les effets classiques de la caféine. Bon bref, en gros, ne pas prendre de la caféine, mais en pensant en avoir pris, ça booste tout un tas de choses. Mais il faut faire attention parce que ça peut aussi empêcher de dormir des gens. C'est-à-dire que vous faites croire à quelqu'un que vous lui avez donné un café au lieu d'un déca, ça se trouve, il va pas dormir à cause de l'effet placebo. Alors là, on parlera plutôt de l'effet nocebo du coup. Mais c'est une chose intéressante parce que vous pouvez faire des tests chez vous avec du déca et du café. Vous prenez 2 pots identiques ou je sais pas, vous demandez à votre partenaire, de vous faire, soit un café, soit un déca sans que vous puissiez voir, ce que c'est et vous le buvez et vous regardez, quoi. Si vous ressentez ou pas l'énergie, si vous ressentez ou pas la tension, quoi. Et puis après, vous demandez le lendemain: «Tu m'as donné quoi hier, un déca ou un café?» et vous essayez de voir un petit peu, ce qu'il en est. Mais bon bref, c'est pour montrer à quel point moi ce que je veux signaler par rapport à ça, c'est toujours pareil, c'est le pouvoir de l'esprit et on peut être très cartésien, moi je suis très cartésien, les pieds sur terre et tout, heu et c'est être cartésien que de croire en l'effet placebo. Enfin, c'est pas croire, c'est savoir que ça existe en fait, hein, parce que c'est aujourd'hui l'effet placebo, c'est plus une croyance, c'est du savoir, c'est du concret. Donc de savoir que l'effet placebo, fonctionne, c'est avoir les pieds sur terre et faut essayer de voir
nous, on connaît beaucoup par rapport aux médicaments, on a très souvent entendu parler, l'effet placebo, blablabla, et cetera. Bon là, ça marche aussi pour des compléments alimentaires, mais jusqu'où on peut pousser ça, quoi? Parce que si penser avoir pris de la caféine, on augmente de 3 c'est c'est, comment dire? C'est son énergie et tout, on peut alors 3 vous allez dire: «C'est pas beaucoup». Mais 3 quand vous êtes sur un maxi au développé couché, c'est énorme, hein. C'est énorme parce que la barre, elle monte, hein. À 3 la barre qui est bloquée, elle monte. Donc c'est beaucoup et donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus par rapport à ça, quoi? Où est-ce qu'on peut aller plus loin? Enfin là, je vous invite à la réflexion par rapport à ça, mais moi, le placebo, c'est vraiment quelque chose qui placebo et nocebo sont 2 sujets qui me passionnent, quoi. Petit bonus avant de vous quitter, The Verge, donc un journal, anglais ou américain, je sais plus, dit que les nouvelles mises à jour, vous savez, d'iOS 26, WatchOS 26, si vous avez une Apple Watch, série 6 Plus, Ultra, SE 2e génération, et cetera, les nouveautés des nouvelles mises à jour, type, je crois que c'est quoi? C'est sur le temps de sommeil et également, l'hypertension, un truc comme ça. Allez voir parce que vous pourrez profiter, sans changer de montre, des nouvelles mises à jour si vous faites partie des donc vous allez avoir des nouvelles fonctions de santé sans, changer de montre. Donc c'est quand même pas mal si vous avez, moi j'ai pas d'Apple Watch, hein, mais pour ceux qui l'ont, je vous partage. Donc, c'est les notifications d'hypertension et le sleep score enrichi, qui arrive avec WatchOS 26, donc, mettez à jour votre montre. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir mon point de vue sur les illusions du développement personnel, devenir autonome, savoir vous rassurer seul, être plus serein, gagner en maturité, avancer dans la vie malgré les coups durs, et cetera, je vous ai mis le lien dans les notes de cet épisode et je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.